Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette cinquième épisode de ma mini-série sur l'accompagnement parental. Donc aujourd'hui, mon épisode s'adresse un peu plus aux professionnels et plus particulièrement à mes collègues orthophonistes. Donc, juste avant que je commence, petite annonce, moi et ma collègue Mélissa Farcou, orthophoniste aussi, on redonne pour une deuxième fois notre formation qui s'appelle En équipe, les professionnels en accompagnement parental. Donc, aujourd'hui, vous allez voir dans cet épisode-là, je vais parler en fait de comment on peut prendre en charge un enfant ou un parent dans la formule accompagnement parental, comment est-ce qu'on peut s'éviter peut-être la rédaction inutile. Donc, je vais parler plus du bout qui est la prise en charge, l'évaluation et tout ça, alors que dans la formation que je donne avec Mélissa, on parle vraiment plus de tout ce qui est l'intervention. Donc, comment on intègre l'accompagnement parental dans nos interventions en orthophonie ou, en fait, je dis en orthophonie, mais ça peut s'appliquer pour tous les autres professionnels qui travaillent avec des familles, avec des parents, leurs enfants et tout ça. Donc, comment on peut s'assurer de travailler vraiment en équipe, là, vraiment en collaboration avec les parents, d'enlever un petit peu notre chapeau d'expert qui sait quoi faire, qui dit quoi faire. Donc, de modifier un petit peu aussi, il y a beaucoup de la guidance. Hein. J'embarquerai pas dans tous les détails, mais bref, il y a beaucoup de la guidance. Donc, moi, j'ai l'information, je considère ce que toi, tu vis aussi et pour prendre les décisions, pour établir mes objectifs. Mais quand on est en accompagnement parental, on établit nos objectifs conjointement. On travaille vraiment, vraiment en partenariat, en équipe avec le parent. Des fois, ça se passe bien, des fois, c'est plus difficile. Des fois, il y a des parents avec qui ça va bien au début ou qu'en cours de route, on voit la motivation qui diminue. Donc, on aborde vraiment tout ça avec vraiment des exemples très, très concrets de notre pratique à nous et on donne vraiment des outils pour que les professionnels puissent, à la fin de cette journée de formation-là, dès le lendemain, intégrer des choses dans leur pratique, appliquer ce qu'on enseigne dans cette formation-là. Donc, c'est un processus à long terme. On ne change pas notre façon de travailler du jour au lendemain. Il y a des choses très, très concrètes à appliquer tout de suite. Donc, voilà, cette formation-là, ça va être le 8 mai en direct pendant toute la journée. Les inscriptions sont déjà en cours. Je vous mets les liens. Sinon, sur mon site web, si vous êtes plus familier avec mon site web, il y a une page qui s'appelle justement En équipe, les professionnels en accompagnement parental. Donc, vous pouvez aller voir ça. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Puis la rediffusion va être disponible pendant 3 mois pour ceux et celles qui s'inscrivent. Donc, petite parenthèse pour vous parler de cette formation qui me tient profondément à cœur. Donc voilà. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est vraiment de comment est-ce qu'on peut prendre en charge un enfant ou commencer un suivi en orthophonie sans rédiger un rapport. Et je pense que c'est un sujet très intéressant parce que plus je parle avec des collègues de ma façon à moi de travailler, d'intervenir, plus j'ai de gens qui me disent: «Oh mon Dieu, tellement une bonne idée, je suis tellement d'accord avec ça parce que moi aussi, j'en peux plus d'écrire des longs rapports en début de rencontre qui servent presque à rien et tout ça. Donc, j'amène un petit peu dans ma réflexion comment j'en suis arrivée à ça. C'est plus pour des cocos plus petits. Là, je vous dis, là c'est par rapport vraiment à l'accompagnement parental. Donc, ici, je vais parler plus de ce que moi, je connais en accompagnement parental parce qu'on peut le faire avec les plus grands aussi, mais ici, je vous parle vraiment plus quand on prend en charge un enfant là, plus petit, je vous dirais, plus d'âge préscolaire, où on n'a pas, par exemple, à avoir un plan d'intervention scolaire avec des objectifs, puis des mesures d'adaptation, puis une conclusion, puis tout de suite dès le début. OK? Fait que juste pour recadrer tout ça, moi, je parle d'un enfant jeune qui arrive parce qu'il y a des difficultés ou qu'on pense qu'il y a des défis langagiers, un petit peu un retard, mais bref, qu'il y a des difficultés langagières et qu'on veut l'aider. Donc, moi, ce que j'ai réalisé dans ma pratique, c'est que souvent, quand je voyais un enfant une fois, je faisais l'évaluation, ce qui se passait, c'est que, ben, finalement, quand je remettais le rapport aux parents, ils apprenaient rien de spécial, en fait. Donc, tout ce qui était dans le rapport, c'était des choses qu'ils avaient déjà pu observer, grosso modo. Peut-être moi, j'allais plus en détail, peut-être moi, j'allais spécifier des sons plus particuliers ou des positions de sons dans le mot, des choses comme ça, quand on parle de prononciation. Mais tu sais, que je leur dise que leur enfant, il y a moins de mots qu'il devrait, qu'il ne produit pas son jeu dans ses phrases, que des fois, il manque des mots, qu'on ne comprend pas bien quand il parle. Je leur apprenais pas grand-chose de nouveau. Donc, les parents, eux, ce qu'ils voulaient, c'est savoir quoi faire pour aider leur enfant. Puis là, je me retrouvais à justement faire un long rapport, leur présenter tout ça, puis leur présenter les objectifs à la fin. Et c'était vraiment des objectifs que moi, j'avais déterminés en fonction de mes observations professionnelles. Donc, j'ai revu tout ça, là, je pense que j'en ai parlé assez souvent, mais maintenant, ce que je vais faire, en fait, parce que dans comme on est dans un ordre professionnel, hein, on a des obligations professionnelles, puis, en fait, il y a une croyance
qui est pas tout à fait fausse, là, je vous dirais. On va juste démystifier tout ça, qu'il faut faire une évaluation. Donc, en fait, ce que notre code de déontologie puis l'ordre va nous dire, c'est en fait que oui, on a une obligation professionnelle d'émettre une opinion clinique, d'avoir un jugement et qu'on doit avoir toutes les informations requises pour émettre cette opinion clinique-là ou ce jugement-là. Donc, c'est un peu ça. Donc, oui, tu sais, il faut avoir, avant de conseiller quelqu'un ou de lui donner des trucs, il faut savoir un peu de quoi on parle, c'est quoi c'est quoi la situation, tu sais, avoir vraiment toutes les informations. Fait que la méthode classique d'avoir toutes les informations, ben, c'est de s'asseoir avec l'enfant, d'observer tous les aspects du langage et de mettre tout ça par écrit, d'analyser tout ça, analyser les sons, puis après ça, bon, on se dit, OK, parfait, là, je suis prête pour émettre mon jugement clinique. Fait que moi, dans le fond, dans la façon que j'ai repensé un peu tout ça, c'est de le faire un peu sous forme d'une évaluation dynamique. Et donc, si vous êtes orthophoniste, vous savez probablement de quoi je parle quand je parle d'évaluation dynamique. C'est le fait de faire l'évaluation sur plusieurs rencontres et de considérer aussi la réponse à l'intervention. Donc, c'est-à-dire que quand on va travailler avec un enfant, on peut faire des observations, on peut cibler des choses qu'on devrait se pratiquer, qu'on voudrait que ça améliore chez cet enfant-là, puis on observe comment ça évolue dans le temps. Donc, en fait, donc ça, c'est ce qu'on va appeler comme plus une évaluation dynamique. Donc, oui, on observe les défis, mais aussi comment, quand on l'aide ou quand on le supporte ou quand on le soutient ou quand on essaie des stratégies, comment l'enfant réagit à ça, est-ce que ça améliore sa performance ou pas, etc., etc. Donc, voilà. C'est sûr que, tu sais, dans le fond, le rapport en orthophonie, il y a des moments où c'est requis. OK? Donc, je vais donner un exemple. C'est que, par exemple, c'est un enfant qui est en grande difficulté et qu'on veut compléter des formulaires pour, bon, l'intégration en milieu de garde. Ben, à ce moment-là, on a besoin d'avoir un rapport en orthophonie. OK? Il y a des situations où on a besoin absolument d'avoir un rapport en orthophonie si on veut faire des demandes de suppléments ou d'allocations pour tout ce qui est gouvernemental, etc. Sauf que mon point à moi, c'est de dire, tu sais, souvent dans tous ces cas-là, il faut qu'on puisse montrer que les difficultés sont persistantes dans le temps. Hein? Donc, à la première fois qu'on voit un enfant dans notre bureau, c'est plus difficile pour nous de dire si les difficultés sont persistantes, à moins qu'il soit déjà passé par quelqu'un d'autre avant puis qu'on l'attrape un petit peu plus vieux. Fait que oui, le rapport est important, oui, on en a besoin pour faire plein de choses, mais est-ce qu'on en a besoin vraiment au jour 1? Pas convaincue de ça. Donc, en fait, ce que moi j'ai décidé de mettre en place, en fait, puis moi aujourd'hui, je vais vous parler de ce que moi j'ai décidé de mettre en place avec ma compréhension actuelle de ce que j'ai le droit de faire dans mon travail et ce que je trouve le plus bénéfique et pour moi en termes de temps, de charge et de justement un peu paperasse inutile et qui est le plus bénéfique selon moi pour les parents et les enfants. Une des premières choses que je vais considérer quand je fais une prise en charge d'un nouveau client en accompagnement parental toujours, moi je travaille juste en accompagnement parental, c'est de me dire qui est mon client justement. OK? Fait que ça va faire une très grosse différence sur ce qui est requis comme tenue de dossier comme orthophoniste. Donc, première chose à garder en tête, c'est qui mon client? Est-ce que le client, ici, c'est l'enfant ou est-ce que le client, ici, c'est le parent? OK? Puis dans mon cas, ça dépend. Des fois, mon client, c'est le parent, puis des fois, le client, c'est l'enfant. Donc, comment je vais départager tout ça ou comment je réfléchis à tout ça, c'est de dire, OK, mettons que j'ai un petit coco qui est plus petit, qui parle pas beaucoup, etc., et que le parent veut juste avoir comme un peu des conseils, savoir quelle stratégie mettre en place, savoir si c'est normal ou pas. Des fois, c'est des parents qui ont eu comme des petits drapeaux rouges là, qui ont été levés par le milieu de garde ou par d'autres membres de la famille, puis qui sont pas sûrs si c'est vrai ou pas, tout ça. Fait que dans ces cas-là, ce que je vais faire souvent, c'est que je vais dire, OK, on va commencer avec le parent comme client. OK, le parent et le client. Donc, je ne vois pas l'enfant, je n'évalue pas les habiletés langagières de l'enfant, je ne porte pas un jugement clinique sur l'enfant. Je travaille uniquement avec le parent, les informations qu'il me rapporte. Puis oui, moi, je travaille avec des extraits vidéo, audio du quotidien, mais quand je fais mes observations, je ne vais pas faire des observations en lien avec l'enfant, mais bien en lien avec le parent et comment il agit avec son enfant. Est-ce qu'il utilise bien les stratégies? Est-ce que, comment sont les interactions? Est-ce qu'il est beaucoup en contrôle dans le jeu, hein, comme j'en ai parlé dans les épisodes précédents? Donc, à ce moment-là, le client est le parent. Et je ne vais pas faire une évaluation du parent. OK? Je ne vais pas faire évaluer les compétences parentales ou les habiletés d'interaction du parent. Je vais juste plus à ce moment-là recueillir toute l'information. Je fais des notes de thérapie quand même et tout ça, mais je ne vais pas faire une évaluation des habiletés parentales.
On n'est pas là, c'est pas mon métier. Ce que je vais faire, c'est par exemple que je vais observer, je vais amener le parent à faire des réflexions sur sa façon d'être. Je vais partager avec lui des vidéos, les extraits des vidéos qu'il m'a envoyées pour lui dire regarde ici, comment tu t'y es pris, quelle approche tu as pris, est-ce que tu as utilisé une stratégie? Ah oui, si tu as bien utilisé tes stratégies, regarde comment ton enfant réagit quand tu as fait ça, etc., etc. Donc, je vais aller vraiment comme ça. À ce moment-là, je ne vais pas faire de rapport d'évaluation parce que je n'évalue pas le parent. Okay? J'ai quand même mon dossier au nom du parent, mais je ne vais pas évaluer. Dans les cas où c'est des enfants peut-être, je vais dire des fois c'est des enfants plus âgés ou c'est des enfants qui ont des difficultés plus spécifiques, par exemple au niveau de la prononciation de certains sons dans les mots, à ce moment-là, c'est utile pour moi d'aller vraiment voir les habiletés langagières de l'enfant pour aller cibler des objectifs plus spécifiques avec son parent. Et donc, à ce moment-là, mon client, c'est l'enfant. Et là, ça change tout parce que ma façon de gérer mon dossier, ma façon justement de, de respecter en fait mon code de déontologie va être très différent si le client est le parent ou l'enfant. Donc, quand le client est un enfant, à ce moment-là, oui, je vais comme procéder à une évaluation de ses habiletés langagières. Je vais regarder comment son langage se développe. Je le fais toujours encore une fois avec des extraits audio-vidéo. Ça se fait quand même bien. Quand j'ai besoin de choses plus spécifiques, comme je mentionnais plus tôt, je demande aux parents de m'envoyer des moments spécifiques, des extraits spécifiques et tout ça. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'avoir, je vais aller recueillir l'information pour voir l'enfant, il part de où et comment il évolue pendant notre suivi. Donc, moi, je fais des suivis avec les cocos d'au moins 3 mois. Des fois, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Des fois, c'est un petit peu plus long que ça. Habituellement, quand ça devient, quand après 6 mois, c'est pas nécessairement quelque chose qui est mis en place, je vais peut-être recommander aussi un suivi direct avec l'enfant, donc pour qu'on combine un peu tout ça. Bref, il y a comme plusieurs étapes dans tout ça. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais l'idée, c'est de garder en tête qui est mon client. Donc, quand l'enfant est un client, là, je vais faire vraiment une tenue de dossier plus classique. Donc, le client et l'enfant, je vais faire une synthèse des observations. Je vais faire une évaluation dynamique. Donc, on va partir, je vais observer l'enfant au point 1. Là, on va faire des longs extraits audio-vidéo, plus longs pour que j'ai plus d'échantillons, plus de corpus. Je vais garder tout ça en tête. On va voir comment ça s'améliore. Puis en fait, mon rapport, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire après les 3 mois avec cet enfant-là. Donc, ce que ça fait, c'est que je vais pas juste faire un rapport de voici les difficultés de ton enfant, boum, et voici ce qu'il faut faire. Je vais dire, OK, voici les observations, on en discute ensemble, on discute de ce qui est attendu en fonction de son âge, on discute avec le parent, je discute en fait avec le parent de c'est quoi qui est le plus problématique dans la vie quotidienne, c'est quoi les défis de l'enfant au niveau de la communication, qu'est-ce qu'on veut adresser en premier, on va cibler ensemble les objectifs de cette façon-là, en fonction des besoins des parents puis de l'enfant, mais aussi de qu'est-ce qui est réaliste en fonction de son âge, et on va progresser comme ça. Et en fait, moi, je vais faire mon bilan, mon rapport. En fait, ça va être autant un rapport d'évaluation et d'évolution parce qu'on va s'être donné au moins 3 mois pour voir comment l'enfant, est-ce qu'il réagit bien aux stratégies de stimulation, est-ce qu'on voit des progrès, etc., etc. Donc, vraiment, super important pour moi de prendre en considération que j'ai toutes les informations en cours de route, j'accumule toutes ces informations-là, mais ma rédaction complète de rapport, je vais la faire vraiment plus à la fin pour avoir à la fois les défis et l'évolution de l'enfant. Et ça va me permettre de le référer aux besoins, si c'est possible ou si, bref, de juger si c'est pertinent pour ce client-là ou cet enfant-là, d'avoir des suivis plus directs avec une orthophoniste. Par exemple, si je vois qu'il y a des grosses difficultés au niveau justement de la prononciation, l'articulation, difficultés praxiques, puis tout ça, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus compliqué pour les parents de travailler de façon très, très spécifique. Tout l'aspect accompagnement parental demeure super utile et super pertinent, mais des fois, une combinaison des deux approches est peut-être plus bénéfique pour certains, dans certaines situations. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment je procède, c'est quoi ma prise en charge. Fait que ça ressemble vraiment à ça. Fait que si je vous résume ça rapido, la première question que je me pose quand quelqu'un vient vers moi, c'est est-ce que c'est qui le client? Est-ce que le client, c'est vraiment juste le parent, dans le sens où le parent a besoin juste d'avoir des outils, de mettre en place des stratégies pour faire de la stimulation? Ou est-ce que l'enfant, le client, c'est l'enfant, où j'ai besoin d'aller regarder plus en détail certains sons, certains mots, comment il structure ses phrases, aller plus en détail, mettons, dans la morphosyntaxe, analyse syntaxique et tout ça. Fait que c'est de là que je pars. Puis je vous dirais que des fois, je vais vraiment juste partir avec le parent, dans le sens où, tu sais, on va mettre des choses en place, on va s'assurer que la stimulation du langage dans le quotidien, ça se fait bien, qu'il donne des bons modèles verbaux, qu'il sait c'est quoi un modèle verbal approprié, etc., etc. Donc, des fois, je commence par le parent, puis je bifurque éventuellement vers l'enfant. Des fois, je fais juste le parent, puis après, c'est suffisant. Des fois, je passe
part directement avec l'enfant comme client quand des fois le parent est déjà bien outillé, il a déjà fait des ateliers par exemple au programme Agirto, etc., etc. Ben là, je vais y aller directement plus avec le client qui est l'enfant. On va observer l'enfant, déterminer les objectifs vraiment plus spécifiques et partir de ça pour travailler. Donc, première réflexion, donc oui, il faut avoir une documentation écrite, il faut avoir des notes de suivi, il faut avoir l'information pertinente pour déterminer les objectifs, pour mieux accompagner le parent, pour répondre à ses questions. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un gros rapport de 5-6 pages écrit qu'on peut remettre à tout le monde au jour 1? Moi, je ne suis pas convaincue. Du moins, ce n'est pas l'approche que j'ai choisi de mettre en place. Donc voilà. Donc si vous avez des questions par rapport plus à ça, tout ce qui est le processus d'évaluation, de prise en charge et tout ça, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on aborde présentement dans la formation qu'on offre moi et Mélissa, dont j'ai parlé au début de l'épisode, parce qu'on s'est vraiment concentré pour l'instant sur tout ce qui est l'intervention, parce que c'est déjà un gros morceau. C'est quelque chose qu'on vise à mettre en place peut-être plus tard cet automne. Je vous en reparlerai à ce moment-là. Par contre, moi, je suis en train de mettre en place un programme de mentorat pour les collègues orthophonistes, mais aussi pour tous les autres professionnels. Donc, si jamais ça vous tente d'avoir mon opinion, mon expertise, si vous voulez avoir comme discuter de votre situation, de comment vous pouvez revoir un petit peu votre façon de faire, votre façon de travailler. Je travaille en ce moment sur le développement d'un programme de mentorat, donc je vais vous laisser tous les liens dans les notes de l'épisode et sinon, vous pouvez juste venir me jaser là, sur Instagram, sur Facebook ou par courriel. Et si vous avez des questions, ça va me faire plaisir là, de vous diriger ou de vous expliquer comment je fonctionne quand je fais du mentorat. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Le prochain épisode aussi s'adresse à vous, collègues professionnels ou orthophonistes. Et je vais vraiment parler de comment justement on va créer une alliance avec le parent pour optimiser les progrès de l'enfant. Bye bye!